c'est sûr que ouais, ça fait quand même un petit déclic aussi dans la tête de voir qu'on peut suivre en faire 6e, c'est super quoi. Il y avait vraiment que des grands coureurs devant et derrière moi et ça montre aussi que je suis là et ça montre aussi même dans un peloton par exemple pour le placement aussi. Le lendemain j'étais quand même un peu plus respecté, les grands coureurs venaient pour me féliciter. Qu'est-ce qui est venu te féliciter dans le peloton? Un peu tout le monde, il y avait Romain Bardet, Ben O'Connor, des mecs de Trek, tout ça, donc c'est sympa. Faut savoir quand même que quand tu fais 6e, tu es devant, excusez du peu, Michael Landa, Michael Woods, Jay Hindley, on a Ciccone par exemple dans les noms connus, Adam Yates. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un vélo podcast spécial. On va débriefer le Tour de Catalogne avec un invité spécial. L'invité spécial, c'est un jeune qui a fait sa première course World Tour. Je ne parle pas de François-Pierre Noël, mais j'accueille quand même François-Pierre. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. En parlant de jeunes, le point d'essence toujours pas d'enfant, non. Toujours pas d'enfant. Bon, ça va venir. Toujours pas d'enfant, mais ça va venir. L'invité François-Pierre, je te laisse le présenter parce que bon, il nous a bluffé. Ouais. Il nous a bluffé, oui. C'est un jeune de 19 ans, évidemment, qui est déjà passé dans Vélo Podcast il y a quelques mois. Alors, j'allais presque dire années maintenant. Il a été membre de la Conti FDJ et il fait sa première saison au World Tour. C'est Lenny Martinez. Salut Lenny. Salut à vous. Salut Lenny. Bon, merci beaucoup de venir dans Vélo Podcast. On va débriefer le Tour de Catalogne avec toi, mais on va quand même se concentrer sur cette semaine que tu as réalisée pour ta première course World Tour. On le rappelle ça, ta première course World Tour, parce que tu as 19 ans et tu as terminé 12e du classement général final de ce Tour de Catalogne, 12e du classement général final, 3e du classement du meilleur jeune, derrière Evenepoel et Hugues de Broc. Déjà, Lenny, comment s'est passée ta semaine de manière générale, et puis comment si tu as récupéré, on est quelques jours après l'arrivée à Barcelone? Écoutez, c'était une très belle semaine. J'ai eu des sensations qui étaient meilleures de jour en jour en fait, et j'étais vraiment bien à la fin de la semaine. Et voilà, j'étais content parce que c'est aussi ma première course à étapes de la saison, donc c'est vrai qu'il faut remettre un peu la machine en route. Et là, c'était sur 7 jours en World Tour où vraiment ça roule vite tout le temps, quoi. Donc voilà. Puis maintenant, je pense que j'ai bien récupéré. Là, je vais reprendre l'entraînement demain. J'ai fait 2 petits jours de repos et puis normalement ça va me donner la force les courses comme ça. FP, vas-y. Ouais, moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu as découvert vraiment sur cette semaine en World Tour? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En fait, j'ai beaucoup appris surtout sur le placement en fait, parce que on avait des coureurs vraiment expérimentés dans l'équipe aussi. Parce que voilà, en fait, quand on est à ce niveau-là en World Tour, chaque détail compte et on doit toujours être au millimètre, quoi, parce que tu peux pas te permettre d'être mal placé, de faire l'effort, tout ça. Tellement ça roule vite, donc voilà, juste économiser un maximum d'énergie, le placement, vu que ça frotte beaucoup aussi, et avec les trains des équipes et tout ça, c'est un peu toujours compliqué au début, mais voilà, je me suis vraiment bien amélioré au fil de la semaine, et voilà, ça fait aussi la différence quand on arrive, par exemple, sur le circuit final à la fin de la semaine, où j'étais un peu mieux placé, quoi. C'est vraiment mieux. Ouais, parce qu'il faut dire que tu n'as pas eu de chance sur ce Tour de Catalogne. Tu as été victime soit de plusieurs chutes. Alors, c'était pas des chutes trop graves, mais à chaque fois, c'était juste avant les montées, en fait, j'ai l'impression, au début de la semaine. Ouais, c'est la première chute, c'était avant l'arrivée à Valter 2000. Bon, là, c'est un coureur qui a un peu télescopé mon coéquipier qui était devant moi et il a touché la roue du mec devant. Donc, voilà, je me suis étalé sur lui, mais je me suis toujours tout de suite... J'ai tout de suite pris mon vélo et remonté et reparti parce que c'était l'arrivée au sommet, quoi. Fallait pas perdre de temps avant la bosse. Bon, après, j'étais mal placé pour ça et l'autre chute, c'était en bosse. Je suis allé dans le bas-côté, donc mais ça va, c'est pas des chutes vraiment où on roulait très vite. Lenny, qu'est-ce que tu as appris finalement de cette semaine, de cette première semaine en World Tour? Qu'est-ce qui différencie aussi les courses que tu as pu faire avant d'une course World Tour? Parce que là, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Là, ça y est, tu avais l'apprentissage dans la Conti la saison dernière pour passer au niveau professionnel. Là, maintenant, tu grimpes d'encore niveau, j'ai envie de te dire, en rentrant dans le World Tour. Ouais, c'est ça. C'est la différence, elle est énorme parce qu'en fait, tout le monde roule vite, même les coéquipiers. Enfin, tout le monde roule vraiment vite, quoi. Donc, j'ai beaucoup appris, je pense aussi, tu sais, sur le statut de leader aussi. Parce que voilà, j'étais leader dans l'équipe après que Michael... au début, on était 2 leaders, puis il est tombé, il avait vraiment mal au genou.
je me suis retrouvé leader et voilà, toute l'équipe est autour de toi, tout le staff et voilà, faut pas craquer, faut vraiment être fort et voilà, c'est un statut de leader que j'ai déjà eu à la Conti, mais là c'est en World Tour et il faut réussir à l'assumer aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. Surtout que dans l'équipe, au départ, tu as un Armirail, un Ladanius, qui ont peut-être non pas le double de ton âge, mais bon voilà, c'est pas loin non plus. Voilà, il faut aussi pouvoir driver ces mecs-là. Je suppose que dans le placement aussi, ils ont pu te guider un petit peu, tu as pu suivre leur roue dans le peloton. Ouais, je pense que sur l'ensemble de la semaine, j'étais 80% du temps dans la roue de Mathieu Ladanius, donc il m'a vraiment bien placé et toujours été avec lui et j'ai pu voir aussi quand il fallait remonter, les moments clés, tout ça. Et j'ai aussi l'aide de Bruno parfois quand ça roulait vite, il y avait des cassures pour un peu me ramener si je perdais la roue, tout ça. Donc c'est super important d'avoir des cours d'expérience. Ce qui m'a impressionné, Lenny, c'est vraiment ta façon de courir aussi, parce qu'on avait l'impression que tu savais bien gérer ton effort. Souvent, on dit que les jeunes coureurs, quand ils arrivent dans le peloton World Tour, sur les montées sèches comme ça, pour les jeunes grimpeurs, ils essayent tout de suite de suivre, tu sais, les grands leaders. Bon, là, évidemment, Primoz Roglic et Remco Evenepoel étaient largement au-dessus. Comment t'as fait pour gérer tes montées? Parce qu'on sait que ces montées sèches comme ça, les pentes raides, tu les aimes beaucoup. Comment t'as fait pour gérer ça? En fait, le problème, c'est qu'il y a des équipiers qui montent déjà vraiment très très vite au pied. Parfois, ça monte même plus vite au pied qu'à la fin. Et il faut tenir le rythme, mais il faut pas forcément faire le jump tout de suite et être dans les 4 premiers, parce que sinon, en fait, il faut juste monter encore plus vite qu'eux qui sont devant, déjà placés. Donc, voilà, il faut remonter petit à petit sans se mettre trop dans le rouge. Et c'est ce que j'ai fait quand je fais 6. Voilà, je remonte petit à petit. Les mecs qui peut-être qu'ils s'étaient mis trop dans le rouge, je les ai passés au fil du temps et puis ils ont sauté de la roue et voilà, je me suis calé à mon rythme aussi et voilà, après j'ai pas demandé de relais, je suis monté tellement c'était dur, je suis juste monté puis voilà, je m'occupais pas des autres. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être aux portes du top 10 parce que tu finis 12e au général, hein? Ouais, c'est sûr, l'objectif c'était le top 10 avec l'équipe, on passe pas loin donc voilà, c'est sûr que top 10 ça aurait été bien, mais voilà, 12 c'est déjà pas mal aussi pour une première et voilà, je pourrais faire mieux à l'avenir. Lenny, on va en profiter un peu pour refaire un peu ta semaine et en même temps la semaine du Tour de Catalogne, parce que il y a eu quand même un duel en tête du peloton entre Remco et Evenepoel et Primoz Roglic qui a un peu tenu en haleine toute la semaine entre deux gars qui vont se batailler normalement sur le prochain Tour d'Italie. Lenny, première étape de ce Tour de Catalogne autour de Sant Feliu des Rirol, Gigzol. Bon voilà, j'ai pas l'accent exact, tu m'en excuseras. Ouais. On n'est pas sur du Guy, je pense, avec l'espagnol. Hein. Non, je pense pas non plus. Pour le coup, Lenny, il y a ce sprint final à l'arrivée de cette première étape avec Roglic et Evenepoel qui se bataillent pour la victoire. Toi, tu termines dans un groupe à 10 secondes, mais il y a cette chute dans l'approche du final avec notamment Cataldo qui abandonne et qui est à terre. Raconte-nous un petit peu. Première étape en ligne en World Tour, ça roule vite, ça va dans tous les sens, ça roule, voilà, ça se place, ça veut se placer dans tous les sens aussi dans le final. Raconte un petit peu comment tu as vu et comment tu as vécu l'approche aussi de cette arrivée qui était en bosse. Ouais, parce que déjà dans le bus avant l'étape, on me disait là tu vas voir c'est World Tour, c'est différent des courses pro par exemple comme j'ai pu faire à la Marseillaise. Il me disait c'est autre chose, j'ai dit c'est pro, c'est pareil et en fait il y a eu la première bosse avant que l'échappée parte et ça roulait tellement vite, j'ai dit ah ouais là c'est ça le World Tour, d'accord. Et en fait après ça roulait vite toute la journée et sur le circuit malheureusement il y a eu une chute où d'ailleurs il y a eu Michael qui est tombé et en fait ça c'était en ville, c'était vraiment nerveux et du coup ça a mis le peloton tout en file et quand j'ai vu dans la ville j'étais un peu loin et que les premiers comme Remco étaient déjà vraiment très loin dans la ville vers le bord de mer. Je me suis dit là ça va être compliqué et en fait ça a pété de partout. J'ai fait le jump d'une cassure à une autre, mais bon je prends quand même 10 secondes donc voilà. Après je pense que c'est aussi dû à la chute qui a coupé un peu le peloton et tout le monde après tu sais ça repart et c'est tout le monde en file et tout le monde essaye de garder la route du mec de devant quoi.
Est-ce que tu as une sensation de peur à un moment donné qui peut arriver quand ça roule, quand t'as pas l'habitude notamment du cyclisme en World Tour, de la manière de courir en World Tour, ça va à vitesse grand V dans la ville pour se placer avant la bosse finale, la bosse d'arrivée. Est-ce que tu as une sensation de peur à un moment donné qui peut te traverser? Alors, ça dépend en fait. C'est surtout les moments de peur, je pense, c'est quand c'est en ville, ça roule très vite, c'est annoncé que ça va être très nerveux et que y a des cassures et que tu sais que voilà, les mecs qui font 75 kilos sur le plat, t'es à 10 mètres de la roue, t'arrives pas à rentrer et tu dis, en fait là, si je lâche là, ça fait une cassure et le général c'est fini. Donc c'est un peu ça les moments de peur. Après, quand on est placé en bas de la bosse, t'arrives dans la bosse, puis les équipiers s'écartent et puis c'est à la jambe, donc ça va. Deuxième étape, arrivé à Valter, on arrive dans la montagne. Il y a cette chute avant, t'es pris dedans et tu arrives quand même à terminer à moins d'une minute du vainqueur Juho Ciccone qui s'est joué la victoire avec Evenepoel et Roglic. On en a parlé un petit peu avant de cette approche, du fait que ça roule très vite au pied. Ce qui bluffe quand même, c'est que dans ces deux premières arrivées au sommet avec la Molina le lendemain, tu termines à moins d'une minute quand même des grands favoris des Evenepoel et des Roglic. Moins d'une minute quand tu as 19 piges, quand tu arrives en World Tour. Ça, c'est un déclic dans ta tête? Ouais, c'est sûr que à chaque fois, en fait, je voyais que tu étais souvent à 45 secondes de Remco et tu te dis, mais 45 secondes, moi, maintenant, c'est quelques années, c'est pas grand-chose, je pense, à boucher et c'est possible. Donc, ça donne un peu des visions d'avenir là-dessus. Est-ce que les cols te correspondaient? Est-ce que les cols de Valter et de la Molina, on a l'impression que ce sont quand même des cols roulants avec des routes larges? Est-ce que ça te correspondait? Oui, moi je trouve que ça me correspondait. Après, je suis tombé en bas de Valter, donc j'ai dû me relever direct, j'ai repris le vélo, j'ai vu que ça allait à peu près, et donc je suis reparti. Mais bon, le fait de tomber, de chasser pour revenir dans le peloton, et pareil à la Molina aussi, donc ça, voilà, je pense que sans les chutes, je pense que je suis dans le top 10 parce que forcément tu grilles des cartouches qui te manquent à la fin et comme je disais c'est tout à l'économie maintenant tellement ça roule vite, donc ouais, voilà. Quand tu vois Remco Evenepoel devant toi, l'explosivité qu'il a quand il démarre, est-ce que tu te dis que toi plus tard tu pourrais avoir ça aussi ou tu veux garder un peu tes qualités dans ton profil, hein? C'est vrai que tu ressembles plus, on peut le dire, à David Gaudu, hein, dans le sens plutôt petit, léger, très bon dans les très forts pourcentages. Est-ce que tu estimes que plus tard tu voudrais aussi te diriger un peu sur cette explosivité-là, lors des attaques d'Evenepoel en montée sur un col roulant par exemple? Ouais, bah après en fait je pense qu'il a beaucoup d'explosivité, pardon, mais après je pense qu'en fait c'est surtout un truc, vous savez, en fait ça roule vraiment tellement vite en col et que tout le monde est déjà un peu au rupteur et que lui il a encore de la marge et là il met une attaque, mais en fait voilà, il y a que lui qui peut suivre parce que nous on peut simplement pas, mais je sais pas s'il a autant d'explosivité que vraiment les punchers. Je pense qu'il est juste vraiment une jambe au-dessus et quand on monte et que tout le monde est presque à bloc, lui, il en a encore beaucoup sous la pédale. Donc forcément, quand je vois un équipier devant lui encore, je dis bon bah là, ça va pas tarder à péter de partout. Et puis quand il part, bah, tu vois au loin, tu vois une roquette qui part et tu peux tout simplement pas. Après, donc Lenny, il y a eu évidemment, il y a eu beaucoup d'étapes. Alors pas forcément des étapes qui te conviennent, mais on peut revenir quand même, hein, Guillaume. Je pense sur l'étape qui était marquante pour toi, avec ta 6e place. C'était, je vais retrouver à ça. Le Porte. Voilà, Le Porte, exactement. J'allais dire Le Port, mais oui, Le Porte. On peut dire, j'imagine en espagnol. Mais cette 6e place, justement, c'est vraiment, tu as bien géré ta montée, puisqu'en fait, tu as rattrapé, comme tu le disais, les coureurs un par un, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai bien géré ma montée et c'est sûr que ouais, ça fait quand même un petit déclic aussi dans la tête de voir qu'on peut suivre, faire 6e, c'est super quoi. Il y avait vraiment que des grands coureurs devant et derrière moi et voilà, ça montre aussi que je suis là et ça montre aussi, même dans un peloton par exemple, que pour le placement aussi, le lendemain j'étais quand même un peu plus respecté. Les grands coureurs venaient pour me féliciter et après maintenant quand ça frotte avant la bosse, tu sais. Tu es un peu plus respecté aussi parce que tu prouves que tu es là aussi. Qu'est-ce qui est venu te féliciter dans le peloton? Un peu tout le monde. Il y avait Romain Bardet, Ben O'Connor, des mecs de Trek, tout ça, donc c'était sympa. Parce qu'il faut savoir quand même que quand tu fais 6e, tu es devant, excusez du peu, Mikel Landa quand même, Michael Woods, Jay Hindley, on a Ciccone par exemple dans les noms connus, Adam Yates, Sepp Kuss par exemple, on peut remonter plus loin, Esteban Chavez, mais en tout cas, ouais, c'est des coureurs qui ont déjà fait leur preuve dans les grands tours en fait, hein, aussi. Ouais, c'est ça, c'est
c'est des grands coureurs que je voyais à la télé et que j'étais fan, donc ouais, c'est un peu fou. Le respect, ça se gagne, forcément, ça se gagne à la pédale. Tu parles de Landa, tu parles de Woods, et j'ai vainqueur sortant du Tour d'Italie, on n'oubliera pas quand même de le dire. Tu termines juste derrière Rigoberto Urán. Moi, j'aimerais m'attarder sur un coureur. Tu t'es bagarré avec lui en junior. Tu sais très bien de qui je veux parler, Lenny. Ouais. Sianush de Brock. Est-ce que ça a été aussi un point de repère pour toi pendant la semaine? Je sais qu'il y en a qui parlent parfois du duel Martinez-Heudebrock, mais moi, j'aime pas trop ça. Nous, on s'entend vraiment super bien, on est vraiment amis, on parle bien en course. Et il n'y a pas de. Je pense qu'après, oui, forcément, en course, il y a un mini-duel, mais moi, je sais qu'il marchait fort. Si je faisais 20e du général et lui 7, c'était la vie, quoi. Il y a déjà quelques années de plus chez les pros, en plus, avec la World Tour. Donc, voilà, je pense aussi, on se pousse aussi les deux vers le haut, comme c'était moi et Romain aussi. Donc, voilà, moi, je lui parle bien, c'est un ami, il n'y a pas de duel méchant, quoi. La question, elle n'est pas dans le sens rivalité pour le coup, parce que je me doute que avec ce que vous avez partagé en junior dans la catégorie jeune, vous vous connaissez, voilà, dans le peloton quand même. C'est pour la plupart, à quelques exceptions près, il y a quand même une entente assez cordiale et des gars qui se connaissent bien. Mais dans la question. Le terme point de repère, c'est surtout par rapport au fait que vous vous bagarriez ensemble chez les jeunes en junior. Lui est passé en World Tour un petit peu avant, il a remporté le Tour de l'avenir. Toi, tu débarques pour ta première course World Tour. Tu te dis tiens, si je termine pas trop loin de lui, ça veut dire que je suis pas mal. Si je termine devant, tant mieux. C'est plus ça dans le terme point de repère. Après, le truc, c'est qu'on est jeune et on va continuer à se développer et à progresser pendant de nombreuses années. Donc, voilà, je sais pas, parfois, il y a des coureurs qui progressent plus vite que les autres. Par exemple, je sais il me semble que Sian est allé à TID en altitude, j'en ai pas encore fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs aussi comme ça. Il faut pas se dire, il marche mieux que moi. Et moi, alors qu'on était au même niveau, par exemple, pour Valromé, c'est que j'ai pas progressé autant que lui. Non, il y a tellement de facteurs que voilà, ça se peut qu'il progresse fort d'un coup, puis moi un peu moins, puis moi que je rattrape après. Voilà, je pense au fil des ans, on verra, mais voilà, chacun est comme il est, je pense. Il faut travailler ta prononciation, Guillaume, de Heudebrock. Alors, Heudebrock. Lenny va nous dire. Je sais pas, moi je dis Kian Heudebrock, mais je sais pas si on dit comme ça. Heudebrock, ok, bon, je vais le dire. Alors, je vais le dire comme ça, bon, voilà. Et puis si je me trompe, ça sera de ta faute, Lenny. Voilà, comme ça, on va faire ça, ok. Ton programme, Lenny, t'as quand même un sacré programme qui arrive parce que on va parler un peu de tes objectifs là pour la fin de saison. Enfin, la saison, dirons-nous plutôt, parce qu'on va te retrouver sur Paris-Camembert. A priori, tu m'arrêtes si je me trompe. La classique Grand Besançon, Tour du Doubs et aussi le Tour de Romandie. C'est quoi tes objectifs là? Effectivement, c'est chez moi. Oui, je vais venir te voir sur un chrono, Lenny. Je pense que ça va pas être là où tu seras le meilleur, mais à Châtel-Saint-Denis. Mais c'est quoi tes objectifs là? Maintenant, c'est faire les meilleurs résultats possibles. Pourquoi pas à Besançon essayer c'est des petites arrivées au sommet, donc c'est de faire le meilleur résultat. Je sais pas encore à quoi m'attendre. Romandie aussi un peu dans le même style que Catalogne, le meilleur résultat. Je sais pas encore en Romandie qui y aura encore avec moi dans l'équipe. Il faut voir aussi par rapport à ça. Et non, voilà, moi c'est surtout progresser au fil de l'année et puis être là sur les objectifs comme j'étais attendu. Par exemple, mon premier objectif la semaine dernière au Tour de Catalogne. Donc voilà. Il y a la Volta aussi en fin de saison. Il ne faut pas oublier. La Volta. Normalement, ouais. Et oui, normalement, il y aura aussi avant ça le Dauphiné. Dans cette idée-là, pour la Volta ou le Dauphiné, est-ce que tu sais déjà quel rôle tu auras ou est-ce que c'est pas encore défini? Non, je pense que le Dauphiné, il y aura sûrement David. Donc à mon avis, ça va être un très bon équipier autour de David en montagne. Et puis sur la Volta, je sais pas encore si c'est étape ou général, enfin pas podium en général, mais essayer d'apprendre aussi le métier de coureur en un classement général sur 3 semaines, même si je suis pas forcément
dans le top 10, je sais pas du tout quoi m'attendre. Donc je sais pas si ça va être général ou étape, on n'a pas encore parlé avec l'équipe. Lenny, comment s'est passée l'intégration de cette nouvelle génération, la génération dorée dans l'équipe qui a été promue de l'équipe continentale à l'équipe World Tour, et toi, ton intégration dans le groupe World Tour, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé vu que j'étais à la Conti avant, je connaissais un peu tout le monde, j'avais fait des courses avec la World Tour, donc c'est super bien passé. Puis pour tous les jeunes aussi qui sont passés de la Conti à la World Tour, ça s'est bien passé, donc voilà, c'est top. Et il y a une sorte de transmission de génération, un changement de génération qui arrive aussi. Il y a ta génération, jeune génération, celle de David Gaudu qui est pas très vieille mais qui est là depuis quelques temps. Et puis il y a Thibaut Pinot qui va prendre sa retraite à la fin de saison. Bon, déjà toi, comment tu vois le départ un peu de Thibaut, qui a un peu porté cette groupe AMA-FDJ avec Arnaud Desmar pendant pas mal d'années, qui je pense est le grand frère dans cette équipe, dans le groupe des grimpeurs. Comment tu vois ça un petit peu? Bon, après pour Thibaut, je sais pas quoi dire. Après c'est lui qui a décidé sa fin de carrière, donc. Et toi, ça te fait bizarre forcément. Ouais, après je l'ai pas forcément, j'ai pas forcément tant couru que ça avec lui, mais ouais, ça fait bizarre. C'est aussi dommage de. Ouais, après c'est pareil pour Mathieu Ladanius aussi, qui était super important en Catalogne, et voilà, on perd des éléments parce que je sais qu'en course on a toujours des coureurs un peu plus âgés où on peut s'appuyer et qui nous font un peu progresser, tu sais, qui nous aident vachement, et ouais, c'est dommage, mais bon, on va déjà profiter à fond cette année, et après normalement on aura acquis pas mal d'expérience. Tiens, je suis un peu curieux, Lenny, une question comme ça qui me revient sur le Tour de Catalogne. Tu parles de Mathieu Ladanius, on oublie toujours que c'était un coureur hyper important pour beaucoup de très bons coureurs de la FDJ, notamment Thibaut Pinot. C'est quoi le conseil qui t'a marqué là sur le Tour de Catalogne? J'imagine qu'en tant que vieux briscard qu'il est, il a dû te donner un ou deux conseils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, voilà, dans un peloton, comment on se comporte, ou est-ce qu'il y a eu un petit code comme ça qui t'a donné et où tu t'es dit ah ouais, c'est quelque chose que je savais pas du tout en fait? C'était vraiment le placement, full le placement à bloc avec Mathieu Ladanius. C'était aussi faire sa place dans le peloton, parce que parfois on remontait le peloton quand ça roulait vite en file, et il m'abritait, mais en fait il y a des mecs vu que par exemple quand on est à gauche du peloton, les mecs ils s'abritent un peu dans sa roue, et j'arrivais pas trop à m'imposer avec quand il y avait le grand coureur pour frotter avec il prenait un peu ma place, quoi. Donc voilà, c'était surtout ça, montrer qu'on est là. Par exemple, tu mets un petit coup de coude, tu montres que voilà, c'est ta roue, c'est ton coéquipier, et c'est toi qui es abrité dans cette roue là, et voilà. Et parfois des trucs comme remonter au bon moment, par exemple quand on s'arrêtait pour aller uriner, souvent c'est ça dans les étapes quand il y a l'échappée, et bah voilà, pas remonter à bloc de suite, vraiment tranquille, et comme il me disait, voilà, il y a pas de petites économies, et voilà, ça sert à rien de bouffer des cartouches, à toujours remonter dans le peloton, et voilà, lui il remonte une fois, et quand c'est au bon moment. C'est ça l'expérience, Guillaume. C'est l'expérience, ouais, les vieux briscards, faut toujours s'en servir. Et puis voilà, ces mecs-là, Lenny, tu seras le Mathieu Ladanius ou le Thibaut Pinot plus tard dans ta carrière. Dans 15 ans encore, laisse-lui le temps, dans 15 ans. Oui, il a encore toute sa carrière à faire, mais bon, voilà, la génération passe et il faut toujours s'appuyer sur ces vieux de la vieille. Et à la Groupama FDJ, on sent qu'il y a cette transmission génération en génération qui passe quand même avec aussi la Conti qui alimente l'effectif World Tour. Je vais terminer avec une dernière question, Lenny. Tour de Catalogne, remporté par Primož Roglič devant Remco Evenepoel. On en profite avant le Tour d'Italie pour faire un peu le baromètre des favoris. Là, il y avait Evenepoel, Roglič, Almeida notamment qui sont sur le Tour d'Italie. Toi, qui t'a impressionné le plus, c'est qui? C'est Roglič, c'est Evenepoel? T'as senti Almeida un cran en dessous? Alors le premier qui m'a impressionné, c'était Almeida, parce que à Volta 2000, il était avec moi au pied, on était assez loin. Son vélo était bloqué tout à droite, je crois, les vitesses. Alors il s'arrête, il change de vélo, et j'ai eu le temps moi de revenir sans me mettre dans le rouge, dans le groupe des favoris, et puis je le vois revenir 7 minutes après, quoi. Donc c'est un truc de fou, la force qu'il avait, je pense, pour rentrer. Et après, qui m'a impressionné, c'est Remco, qui a toujours ils étaient pas loin au général avec Roglič, donc il a toujours essayé de gagner le général, et même le dernier jour on savait que ça allait péter, parce que voilà, il voulait, même la veille il attaquait, il faisait les bonifs, les mecs, il voulait absolument gagner, quoi. Donc c'est impressionnant. Et puis c'est même si
Maintenant, je suis pro dans la World Tour, c'est quand même impressionnant de voir des coureurs comme ça. Quand tu les vois qui remontent le peloton, t'es obligé de regarder. Tu fais, ouais, quand même, c'est la classe, quoi. Donc pour toi, en vue du Giro, c'est du 50-50 entre Roglic et Evenepoel, là, à la sortie du Tour de Catalogne? Ouais, je sais pas. En montagne, je sais pas du tout. Je dirais peut-être Remco comme ça au hasard, mais pour en choisir un, mais il est peut-être un peu plus revanchard, donc on verra. Bon, avec 70 km de contre-la-montre aussi, ça devrait faire la différence à un moment donné. Effectivement. François Pierre, on va remercier Lenny. Merci beaucoup Lenny d'avoir été avec nous. Puis bon courage pour cette saison. Puis on se reverra peut-être une prochaine sur Vélo Podcast pour parler d'une de tes premières victoires, on espère. C'est ça, pas de souci. On t'accompagne depuis la catégorie junior quand même, on te suit, voilà, ça fait partie de ces pépites Vélo Podcast qu'on aime mettre en avant. Et puis là, on te voit au niveau World Tour. Ah là, le petit poussin qui s'envole, ça fait plaisir, François Pierre. Bon, après, c'était pas une surprise, hein, vraiment. Non. Quand on a une famille de champions, forcément, on ne peut devenir que champion. Et Lenny, c'est tout ce qu'on te souhaite. Le bonjour au papa, en même temps, le bonjour à la famille. Et puis, à très bientôt dans Vélo Podcast, Lenny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. François Pierre, le point d'essence, toujours à la fin du podcast, t'as toujours pas né Toujours pas d'enfant non plus, ouais, désolé. Et puis nous sur Vélo Podcast, évidemment, vous pouvez retrouver cette interview. Et on a fait aussi Léo Bizio récemment, d'AG2R Citroën U19, qui a été notamment champion de cyclocross, évidemment, champion du monde. Et puis vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict évidemment, ou sur YouTube. Et puis bientôt, on vous fera un podcast flandrien. On reviendra sur la victoire de Christophe Laporte, une victoire contestée en Belgique. Et on parlera du baromètre avant le Tour des Flandres. Ce sera à peu près en fin de semaine. Surtout. Victoire Jumbo Visma, François Pierre. Oui. Allez. Allez, ciao à tous. À bientôt sur Vélo Podcast.